Fayed a 10 ans quand une balle de Kalachnikov lui traverse le rachis cervical. 21 août 2023, 23h15. L'enfant rentre d'une sortie familiale avec son oncle militaire près de la galerie Wagner, à Nîmes. 50 douilles jonchent l'asphalte après cette fusillade qui oppose des commandos armés venus de Marseille. Ce territoire de 70 mètres carrés génère 40 000 € quotidiens et transforme une ville-préfecture en zone de guerre comparable au cartel sud-américain. Dans les ruelles étroites de Pisevin, quartier emblématique de Nîmes, résonne depuis plus de 5 ans l'écho sinistre d'une guerre urbaine qui défie l'entendement. Balles perdues, corps calcinés, enfants pris entre les feux croisés, cette guerre des gangs transforme les HLM en champs de bataille et les cours d'école en zones de danger. Face à cette réalité troublante, une question surgit avec force. Comment une ville-préfecture de 150 000 habitants a-t-elle pu basculer dans une violence digne des cartels sud-américains? Imaginez-vous un instant que pendant votre trajet quotidien, vous pourriez vous retrouver pris dans une fusillade impliquant des armes de guerre. C'est la réalité quotidienne des habitants de certains quartiers nîmois depuis plus de 5 années maintenant. Au cœur de ce conflit, un territoire minuscule cristallise toutes les tensions. 70 mètres carrés d'une galerie commerciale délabrée génère plus d'argent que certaines entreprises du CAC 40. Wagner, ce supermarché de la drogue niché dans les tours de béton de Pisevin, représente l'épicentre d'un business illégal estimé à 40 000 € de chiffre d'affaires quotidien. Mais derrière ces chiffres astronomiques se cache une tragédie humaine d'une ampleur inouïe. Des enfants assassinés, des familles terrorisées, des quartiers entiers pris en otage par des gangs ultra-violents qui rivalisent de cruauté pour s'emparer du contrôle territorial. Pouvez-vous imaginer qu'un enfant de 10 ans puisse mourir simplement parce qu'il se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment, dans sa propre ville? Mais comment cette guerre ne se limite-t-elle pas aux frontières de Nîmes? La transformation de cette ville-préfecture témoigne d'une mutation profonde du crime organisé français. Les réseaux traditionnels, autrefois circonscrits aux grands ports et aux métropoles, essaiment désormais vers des territoires jusqu'alors épargnés. Cette capillarité criminelle révèle une stratégie délibérée d'expansion territoriale, où chaque nouvelle ville conquise représente un marché supplémentaire et un relais logistique vers d'autres régions. Nîmes, avec sa position géographique privilégiée entre Marseille et Lyon, attire naturellement l'attention de ces entrepreneurs du crime qui résonnent désormais à l'échelle européenne. Derrière cette escalade de violence se dévoile un système criminel d'une sophistication redoutable. Les protagonistes de ce conflit ne sont plus de simples dealers de quartier, mais de véritables entrepreneurs du crime organisé, capables de mobiliser des commandos armés de Kalachnikov venus de Marseille ou de Paris pour défendre leurs intérêts financiers. L'argent de la drogue irrigue un écosystème complexe. 90 000 € de masse salariale mensuelle uniquement pour la sécurité d'un point de deal. 60 soldats mobilisés en permanence, des armes de guerre acheminées depuis les Balkans via des réseaux internationaux. Ces chiffres révèlent une économie parallèle dont les ramifications dépassent largement le cadre local. L'analyse des flux financiers de cette économie souterraine révèle des mécanismes d'une complexité croissante. Les organisations criminelles nîmoises ne se contentent plus de vendre de la drogue. Elles développent des activités annexes lucratives. Blanchiment d'argent via des commerces de façade, investissements immobiliers pour légaliser les profits, corruption de fonctionnaires pour garantir leur impunité. Cette diversification économique transforme ces groupes criminels en véritables holdings illégales, capables de rivaliser avec des entreprises du secteur légal. Mais au-delà des statistiques et des chiffres d'affaires, c'est le visage innocent du petit Fayed qui hante cette histoire. 10 ans, une balle dans le rachis cervical, la vie fauchée en pleine nuit, alors qu'il rentrait d'une sortie familiale avec son oncle militaire. Autrefois, un code d'honneur implicite protégeait les civils, et particulièrement les enfants des règlements de compte entre trafiquants. Cette époque révolue laisse place à une brutalisation complète des méthodes, où la terreur devient un instrument délibéré de domination territoriale. Pierre Guest n'avait que 20 ans lorsqu'il posa pour la première fois les pieds dans la galerie Wagner. Comment un jeune homme sans histoire va-t-il transformer un quartier paisible en zone de guerre? Fils d'une famille modeste de Pisevin, ce jeune homme au trait juvénile ne présentait aucun signe extérieur de richesse particulière. Ses baskets usées et son survêtement délavé témoignaient d'une jeunesse marquée par la précarité économique qui frappe 71% des habitants de ce quartier, classé parmi les plus pauvres de France.
Mais derrière cette apparence ordinaire se dissimulait déjà l'ambition démesurée d'un futur baron de la drogue. L'environnement dans lequel grandit Pierre Guest explique en partie sa trajectoire criminelle. Pisevin-Val-de-Gour, avec ses 16 389 habitants répartis sur 93 hectares, présente des indicateurs sociaux parmi les plus alarmants du territoire national. Le taux de chômage y culmine à 46%, soit 4 fois la moyenne nationale. Dans ce quartier oublié de la République, près d'1 habitant sur 2 survit sans emploi, laissant la jeunesse face à un choix tragique entre la misère et la criminalité. Plus troublant encore, 85,7% de la population vit sous le seuil des bas revenus, avec un revenu médian de seulement 391 € par mois, quand le seuil de pauvreté nationale s'établit à 1 150 € mensuels pour une personne seule. Cette pauvreté endémique crée un terreau fertile pour l'émergence d'économies alternatives. Quand l'État abandonne un territoire, quand les entreprises fuient la délinquance, quand les services publics se raréfient, le crime organisé prospère en occupant l'espace vacant. Les jeunes de Pisevin voient dans le trafic de drogue non pas un choix de vie criminelle, mais une opportunité d'ascension sociale dans un environnement qui ne leur en propose aucune autre. Dans cette désolation urbaine, que Pierre Guest identifie une opportunité en or. Imaginez-vous pendant que vous dormez, cette machine criminelle brasse plus d'argent que certaines PME. Le jeune homme comprend rapidement que la géographie particulière de Wagner en fait un point de deal idéal. La galerie, semi-enterrée et dotée de multiples sorties, permet une surveillance efficace des forces de l'ordre tout en offrant des voies d'échappement rapides en cas d'intervention policière. Les tours d'habitation qui l'entourent constituent autant de postes d'observation stratégiques, permettant aux guetteurs de repérer à des centaines de mètres toute présence suspecte. Cette configuration urbaine, initialement conçue pour favoriser les échanges commerciaux légaux, devient paradoxalement l'infrastructure parfaite pour une économie criminelle sophistiquée. L'analyse architecturale de Wagner révèle pourquoi ce site devient si convoité. Sa conception des années 70 privilégie les espaces ouverts et les connexions multiples, créant un labyrinthe idéal pour les activités illégales. Les coursives, les escaliers de service, les parkings souterrains offrent autant de cachettes et de voies de fuite. Cette géographie complexe transforme chaque intervention policière en opération militaire, nécessitant des moyens considérables pour espérer interpeller les trafiquants. Vers 2013-2014, Pierre Guest franchit le pas et structure ce qui deviendra le point de deal le plus lucratif du département du Gard. Son innovation réside dans l'organisation quasi-industrielle qu'il met en place. Contrairement aux dealers traditionnels qui opèrent de manière artisanale, Guest conçoit Wagner comme un véritable supermarché de la drogue, capable de servir simultanément des dizaines de clients selon un système de rotation minutieusement orchestré. Cette révolution organisationnelle transforme le petit trafic de quartier en industrie criminelle moderne, capable de générer des profits comparables à ceux des plus grandes entreprises légales. L'architecture criminelle de Wagner repose sur une hiérarchie claire et des rôles spécialisés. Au sommet de la pyramide, Pierre Guest règne en patron incontesté, prenant les décisions stratégiques et gérant les relations avec les fournisseurs grossistes. Cette approche entrepreneuriale du crime révèle l'évolution qualitative de la criminalité française, désormais capable de rivaliser avec les cartels internationaux en termes d'organisation et d'efficacité. Cette organisation permet à Wagner de fonctionner 20 heures sur 24, générant des revenus quotidiens oscillant entre 40 000 et 70 000 € selon les périodes. Pour comprendre ces chiffres astronomiques, il faut saisir l'ampleur du marché que contrôle Pierre Guest. Wagner ne se contente pas de servir les consommateurs locaux de Nîmes et ses environs. Le point de deal attire une clientèle venue de toute la région Occitanie, parfois même de départements limitrophes comme l'Hérault ou le Vaucluse. Cette attraction régionale transforme Wagner en plaque tournante du trafic méditerranéen, justifiant les investissements considérables consentis par l'organisation pour maintenir sa suprématie. L'analyse des flux de clientèle révèle la sophistication du modèle économique développé par Pierre Guest. Wagner fonctionne selon une logique de grande distribution appliquée au commerce de stupéfiants. Horaires d'ouverture étendus, variété de l'offre, rapidité du service, sécurité des transactions. Tout concourt à fidéliser une base de consommateurs qui devient dépendante non seulement des produits, mais aussi de la qualité de service proposée. Cette approche commerciale révolutionnaire explique le succès fulgurant de l'entreprise criminelle de Guest. L'offre proposée par l'organisation de Pierre Guest couvre l'ensemble du spectre des stupéfiants. La résine de cannabis, principalement importée du Maghreb via les réseaux marseillais, constitue le gros du chiffre d'affaires.
Mais Wagner propose également de la cocaïne sud-américaine, acheminée via l'Espagne, et diverses drogues de synthèse selon les demandes de la clientèle. Cette diversification permet à l'organisation de maximiser ses profits tout en fidélisant une base de consommateurs aux profils variés. L'approche marketing, développée par Guest, anticipe les évolutions du marché et s'adapte aux nouvelles modes de consommation, témoignant d'une vision entrepreneuriale remarquable. Cette période de stabilité relative permet à l'organisation Guest de consolider ses positions et d'étendre son influence. Les profits considérables générés par Wagner financent des investissements dans d'autres secteurs criminels et légaux. Blanchiment d'argent via l'acquisition de commerces de façade, corruption de fonctionnaires locaux pour garantir une certaine tranquillité opérationnelle, développement de réseaux d'influence dans les quartiers populaires. Cette diversification transforme progressivement Guest en véritable parrain local, capable d'influencer la vie économique et sociale de son territoire. Mais cette période de stabilité relative ne dure que quelques années. En 2017, l'étau policier se resserre autour de Pierre Guest. Plusieurs opérations de surveillance permettent aux enquêteurs de documenter précisément le fonctionnement de son organisation. Les écoutes téléphoniques révèlent l'ampleur du trafic et les ramifications de ce réseau criminel qui dépasse largement les frontières de Nîmes. Cette montée en puissance de l'investigation policière révèle l'inquiétude croissante des autorités face à cette criminalité organisée qui échappe de plus en plus aux mécanismes traditionnels de répression. L'arrestation de Pierre Guest en 2017 marque un tournant décisif dans l'histoire de Wagner. Pour la première fois depuis sa création, le supermarché de la drogue se retrouve sans patron légitime. Cette succession problématique va déclencher une guerre fratricide d'une violence inouïe, transformant les rues paisibles de Pisevin en zone de combat urbain. Mais comment cette transition va-t-elle dégénérer en conflit armé d'une intensité comparable aux guerres de cartel ? L'incarcération de Pierre Guest à la prison de Béziers aurait pu sonner le glas de l'empire criminel qu'il avait patiemment édifié. Mais loin de renoncer à son royaume, l'ancien baron de Wagner transforme sa cellule en centre de commandement clandestin. Muni d'un téléphone portable introduit en contrebande, Guest orchestre depuis sa prison une contre-offensive d'une brutalité contre les nouveaux occupants du territoire. Cette continuité organisationnelle explique la résilience remarquable du réseau Guest face à l'incarcération de son chef. Les frères Katir et Djilali Loualish, deux Algériens originaires de la ZUP, avaient rapidement saisi l'occasion laissée vacante par l'arrestation de Guest. Forts de leur connexion avec les réseaux maghrébins d'approvisionnement, ils reprennent l'exploitation du point de deal Wagner, avec l'ambition de moderniser et d'étendre l'activité. Mais leur légitimité reste fragile face à l'autorité morale que conserve Pierre Guest depuis sa cellule. Cette dualité de pouvoir entre l'ancien patron incarcéré et les nouveaux dirigeants en liberté crée une instabilité permanente qui va nourrir l'escalade de violence. L'installation des frères Loualish à la tête de Wagner ne se fait pas sans résistance. Une partie des anciens employés de Guest refuse de reconnaître l'autorité des nouveaux patrons, créant des tensions internes qui fragilisent l'organisation. Ces dissensions offrent des opportunités aux organisations rivales, qui n'hésitent pas à exploiter ces faiblesses pour tenter de s'implanter sur le territoire convoité. La guerre de succession qui s'annonce va transformer Wagner en champ de bataille, où tous les coups deviennent permis. Le premier acte de cette guerre de succession se joue dans la nuit du 9 février 2020. Un commando de plusieurs hommes cagoulés fait irruption dans la galerie Wagner aux alentours de 22h30. Armés de pistolets automatiques et de fusils d'assaut, ils déversent une pluie de balles sur les stands de vente improvisés. 44 douilles seront retrouvées le lendemain matin par les enquêteurs, témoignant de l'intensité des tirs. 3 personnes sont blessées dans cette fusillade, dont un client occasionnel qui se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment. Cette attaque révèle la nouvelle dimension stratégique du conflit. Pierre Guest ne se contente plus de diriger une organisation criminelle locale. Depuis sa prison, il noue des alliances avec d'autres groupes régionaux, notamment les frères Nadir et Sofiane, patrons influents du Mas de Ming, une cité voisine de Nîmes réputée pour la violence de ses trafiquants. Les répercussions psychologiques sur les populations civiles commencent à se faire sentir, créant un climat de terreur permanente. Les frères Loualish comprennent rapidement qu'ils ne peuvent résister seuls à la coalition orchestrée par Pierre Guest.
Leur arrestation, quelques semaines après la fusillade de février, confirme leur défaite dans cette première manche du conflit. Mais leur départ ne ramène pas la paix à Wagner. Au contraire, il ouvre une période d'anarchie, durant laquelle plusieurs groupes tentent simultanément de s'emparer du contrôle du point de deal. Cette vacance du pouvoir transforme Wagner en territoire disputé, où chaque faction espère imposer sa loi par la force. Une tentative d'intrusion comorienne, menée par des trafiquants des quartiers nord de Marseille, illustre l'intérêt que suscite Wagner au-delà des frontières départementales. Ces criminels aguerris, habitués aux guerres de gangs marseillaises, pensaient pouvoir s'imposer par la force pure dans ce qu'ils perçoivent comme un marché provincial mal défendu. Mais ils sous-estiment la résistance locale et la détermination des groupes nîmois à préserver leur territoire des intrusions extérieures. Cette tentative d'annexion révèle l'attractivité croissante de Wagner dans le milieu criminel national. L'échec de cette tentative d'annexion marseillaise révèle un phénomène crucial, la territorialisation croissante du crime organisé français. Les barons de la drogue ne raisonnent plus seulement en termes de marché et de profit, mais aussi en termes d'enracinement local et de légitimité communautaire. Wagner n'est pas seulement un business, c'est aussi un symbole de pouvoir local que les habitants du quartier, même s'ils subissent les nuisances, identifient comme faisant partie de leur environnement quotidien. Cette dimension sociologique complexifie les enjeux du conflit, au-delà des simples considérations économiques. Cette territorialisation s'accompagne d'un phénomène d'appropriation symbolique. Les organisations criminelles développent une rhétorique de défense du quartier contre les intrusions extérieures, se présentant comme les gardiens légitimes de leur territoire d'origine. Voitures de luxe, appartements cossus dans le centre-ville, respect des plus jeunes du quartier. Cette quête de statut alimente une émulation criminelle qui radicalise les méthodes et intensifie la violence. Mais cette course au statut se paye au prix fort. L'année 2021 voit l'escalade de violence atteindre des sommets inédits. Les armes utilisées dans les affrontements évoluent rapidement vers un armement de guerre digne des conflits les plus intenses. Les pistolets artisanaux et les armes de chasse des débuts laissent place aux Kalachnikov AK-47, aux fusils d'assaut M16 et SIG 550, aux pistolets mitrailleurs Uzi importés via des filières balkaniques ou volés dans des arsenaux militaires suisses. Cette militarisation révèle l'entrée du conflit nîmois dans une dimension industrielle qui le rapproche des guerres de cartels internationales. L'une des saisies les plus impressionnantes de cette période révèle l'ampleur de l'arsenal mobilisé dans ce conflit. En avril 2023, les forces de l'ordre interceptent un commando marseillo-nîmois en possession de 2 Kalachnikov entièrement chargés et d'un pistolet 9 mm. L'enquête révèle que ces 2 armes d'assaut avaient été utilisées 10 jours plus tôt dans une tentative de meurtre à Val-de-Gour, confirmant la circulation des armes entre les différents épisodes du conflit. Cette mutualisation de l'armement révèle la professionnalisation croissante de ces organisations criminelles. Cette militarisation du conflit transforme radicalement la physionomie des quartiers concernés. Les habitants de Pisevin s'habituent progressivement au claquement sec des armes automatiques résonnant dans les cages d'escalier. Les mères de famille apprennent à identifier les différents calibres au son et développent des réflexes de protection pour mettre leurs enfants à l'abri lors des fusillades nocturnes. Cette normalisation de la violence révèle l'ampleur du traumatisme collectif subi par ces populations civiles prises en otage d'un conflit qui les dépasse. L'impact psychologique sur la population civile devient considérable. Au cœur de l'été 2022, une nouvelle donne géopolitique criminelle bouleverse l'équilibre fragile de la guerre de Nîmes. L'alliance entre les gangs locaux et la DZ Mafia marseillaise marque l'entrée de ce conflit territorial dans une dimension industrielle et internationale. Cette union stratégique transforme ce qui n'était qu'une guerre de succession locale en un épisode majeur de la recomposition du crime organisé français. Mais comment cette alliance va-t-elle transformer la nature même de ce conflit ? La DZ Mafia, organisation criminelle née dans les cités bassins du 15e arrondissement de Marseille, représente l'une des innovations les plus redoutables de la criminalité française contemporaine. Fondée par les frères Lamine et Mehdi Laribi, cette structure hybride combine les méthodes traditionnelles du grand banditisme marseillais avec les techniques de communication et de recrutement des organisations terroristes modernes. Cette approche révolutionnaire transforme le trafic de drogue traditionnel en véritable industrie criminelle capable de rivaliser avec les cartels internationaux.
L'analyse des méthodes de la DZ Mafia révèle une sophistication inquiétante. Contrairement aux gangs classiques qui se contentent de défendre leur territoire, cette organisation développe une stratégie offensive d'expansion géographique. Elle identifie les marchés prometteurs, étudie les faiblesses des organisations locales et déploie ses équipes selon un plan de conquête méthodique. Cette approche militaire appliquée au crime organisé transforme la DZ Mafia en force d'invasion capable de déstabiliser l'équilibre criminel de régions entières. Contrairement aux gangs classiques, territorialement limités à quelques cités, la DZ Mafia développe dès sa création une stratégie d'expansion nationale. Son modèle économique repose sur la conquête de nouveaux territoires de vente, l'élimination systématique de la concurrence locale et l'établissement de franchises criminelles dans les villes moyennes du sud de la France. Cette diplomatie criminelle révèle la maturité organisationnelle atteinte par ces nouveaux acteurs du crime français. Cette stratégie d'alliance contrôlée permet à la DZ Mafia de minimiser les coûts d'implantation tout en maximisant sa capacité d'expansion. Plutôt que de déployer massivement ses propres soldats sur chaque nouveau territoire, l'organisation marseillaise préfère s'associer avec les forces locales existantes qu'elle forme et encadre selon ses méthodes. Cette approche réplique les stratégies d'expansion des firmes multinationales qui préfèrent les partenariats locaux aux implantations directes. Les jumeaux identifiés sous les initiales N et S deviennent rapidement les pivots de cette alliance entre Marseille et Nîmes. Ces deux figures du Mas-de-Meung et de Val-de-Gour possèdent déjà une solide expérience du trafic local, générant environ 10 000 € de chiffre d'affaires quotidien sur leur point de vente. Mais leur association avec la DZ Mafia leur ouvre des perspectives de développement inédites. Cette collaboration transforme des trafiquants locaux en intermédiaires d'un réseau criminel d'envergure nationale. Le profil des jumeaux N et S illustre l'évolution sociologique des cadres du crime organisé français. Nés dans les quartiers populaires nîmois, ils possèdent l'enracinement local nécessaire pour maintenir la cohésion sociale de leur organisation. Mais leur alliance marseillaise leur apporte la formation technique et l'expertise militaire qui leur manquait pour rivaliser avec les organisations criminelles les plus sophistiquées. Cette synthèse entre légitimité locale et compétences importées devient le modèle de développement privilégié du crime organisé contemporain. Le premier bénéfice de cette alliance se matérialise dans l'approvisionnement en stupéfiants. Grâce au réseau marseillais, les gangs nîmois accèdent directement aux grossistes internationaux, éliminant les intermédiaires traditionnels et améliorant considérablement leurs marges. La résine de cannabis marocaine, qui transitait auparavant par plusieurs mains avant d'arriver à Nîmes, peut désormais être acheminée directement depuis les ports méditerranéens, mais l'apport le plus décisif de la DZ Mafia réside dans son expertise militaire. L'organisation marseillaise a développé une véritable école de guerre urbaine, formant des jeunes recrues aux techniques de combat de rue, au maniement des armes lourdes et aux tactiques de guérilla urbaine. Ces baby killers, comme les surnomment les enquêteurs, n'hésitent pas à traverser la France entière pour exécuter les contrats de leurs commanditaires. Cette professionnalisation de la violence transforme les règlements de compte artisanaux en opérations militaires d'une létalité redoutable. La formation dispensée par les cadres marseillais couvre tous les aspects de la guerre urbaine moderne. Techniques de tir, utilisation des explosifs, communication cryptée, reconnaissance tactique. Chaque recrue reçoit un véritable entraînement militaire comparable à celui des forces spéciales. Cette montée en compétences transforme de jeunes délinquants de quartier en soldats aguerris capables d'affronter les forces de l'ordre à armes égales. L'émergence de cette génération de criminels hyper formés constitue un défi inédit pour les services de sécurité français. L'arrivée de ces renforts marseillais modifie radicalement l'équilibre des forces dans la guerre de Nîmes. Les groupes alliés à la DZ Mafia bénéficient soudain d'une supériorité tactique écrasante sur leurs rivaux locaux. Leurs opérations gagnent en précision et en létalité, témoignant d'une professionnalisation inquiétante de la violence criminelle. Cette asymétrie de compétences transforme ce qui était un conflit équilibré entre gangs locaux en guerre d'anéantissement, où l'issue ne fait plus de doute. Cette évolution n'échappe pas aux habitants des quartiers concernés. Les témoins décrivent des commandos parfaitement organisés, équipés de matériel de communication sophistiqué, capables de coordonner des attaques simultanées sur plusieurs objectifs.
Ces interventions rappellent davantage les opérations de force spécialisées que les règlements de compte traditionnels entre petits dealers de quartier. Cette militarisation révèle l'entrée de la criminalité française dans une nouvelle ère de sophistication tactique. Pas mafieuse internationale. Le développement de ces circuits de blanchiment révèle la mutation profonde du crime organisé français. Les nouvelles générations de criminels ne se contentent plus d'accumuler de l'argent liquide. Elles développent des stratégies patrimoniales sophistiquées pour pérenniser et légitimer leur enrichissement. Cette approche entrepreneuriale transforme le crime organisé en secteur économique à part entière, capable d'influencer l'économie légale locale et de corrompre le tissu social dans son ensemble. Cette professionnalisation du crime organisé nîmois attire l'attention des services de renseignement nationaux. La création du groupe interministériel de recherche spécifiquement dédié aux enquêtes sur le blanchiment d'argent de la drogue à Nîmes témoigne de la perception par les autorités de l'évolution qualitative de cette criminalité locale vers des standards internationaux. Cette réaction institutionnelle confirme que Nîmes est devenu un laboratoire de la criminalité française du XXIe siècle. Mais l'alliance avec la DZ Mafia a un prix. Les gangs locaux perdent progressivement leur autonomie décisionnelle et deviennent des sous-traitants de l'organisation marseillaise. Cette dépendance crée des tensions internes et fragilise la cohésion des groupes nîmois, certains membres regrettant la perte d'indépendance de leurs organisations d'origine. Ces fractures internes vont déclencher un bain de sang d'une ampleur inédite, culminant avec des événements d'une gravité exceptionnelle qui vont choquer la France entière et marquer un point de non-retour dans cette guerre fratricide. Le 21 août 2023 restera gravé dans les mémoires comme le jour où la guerre de Nîmes a franchi la ligne rouge de l'acceptable. Ce soir d'été, aux alentours de 23h15, la violence criminelle va toucher sa victime la plus innocente. Fayed, un enfant de 10 ans dont le seul crime était de rentrer d'une sortie familiale au mauvais moment. Comment la mort d'un enfant peut-elle devenir le symbole de l'échec d'une société face à la barbarie criminelle ? Fayed passait des vacances chez son oncle, un militaire en permission qui avait organisé cette soirée pour faire plaisir à son neveu. Cette journée ressemblait à toutes celles que vivent des millions de familles françaises pendant l'été. Rien ne laissait présager que cette sortie banale allait se transformer en tragédie nationale et révéler au grand jour l'ampleur de la guerre urbaine qui ravage certains quartiers français. À quelques centaines de mètres, un commando armé se prépare à lancer ce qui devait être un assaut décisif contre le point de deal de Wagner. Les tireurs, venus du Mas de Ming, avec le soutien logistique de la DZ Mafia marseillaise, ont minutieusement préparé cette opération destinée à reprendre définitivement le contrôle du territoire. Leurs armes de guerre sont chargées, leur position définie, leur plan d'attaque établi selon les techniques militaires apprises dans les quartiers nord de Marseille. Cette préparation militaire révèle le niveau de sophistication atteint par ces organisations criminelles dans leur course à la domination territoriale. La planification de cette attaque révèle tous les codes de l'art militaire moderne. Reconnaissance préalable du terrain, identification des forces en présence, synchronisation des mouvements, voies de repli prévues. Chaque détail a été étudié pour maximiser l'effet de surprise et minimiser les risques pour les assaillants. Cette approche professionnelle transforme un règlement de compte de quartier en opération de guerre urbaine comparable aux interventions de forces spéciales en territoire hostile. L'attaque débute par un déluge de balles d'une intensité inouïe. Les tireurs, positionnés à plusieurs endroits stratégiques autour de la galerie Wagner, ouvrent simultanément le feu pour créer un effet de saturation. Leur objectif ? Neutraliser les vigiles du point de deal et permettre à une équipe d'assaut de pénétrer dans la galerie pour éliminer physiquement les responsables du trafic local. Cette tactique de feu croisé révèle l'influence des techniques de combat modernes sur les méthodes criminelles françaises. L'intensité de feu déployée durant cette attaque dépasse largement les standards habituels des règlements de compte criminels. Les témoins décrivent un vacarme assourdissant, évoquant davantage un bombardement qu'une fusillade classique.